de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Stressé pour tout en ce qui concerne vos enfants et leur avenir. Peur qu'ils soient malades, qu'ils soient trop fatigués par l'école, que vous leur manquiez à la crèche, qu'ils ne suivent pas bien les cours, qu'ils redoublent, qu'ils ne trouvent pas de job plus tard ou de conjoint. Bref, comment ne pas vivre dans l'angoisse permanente quand on a des enfants? Réflexion, réponse, je l'espère, dans cette émission. SOS, énorme SOS pour tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui. Avec mes 4 invités, voilà, qui sont pour commencer Benjamin Perrier. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous voir revenir dans cette émission en Avec tant que plaisir. super papa. Super futur papa, le guide du super futur papa qui est ressorti cette fois, nouvelle édition du guide numéro 1 des futurs papas chez Mango Édition. Bravo, merci d'être là. Vous êtes l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages. Vous êtes également, on peut dire que vous êtes presque coach en parentalité finalement d'une certaine façon. Ce mot est très à la mode. À distance, hein. À distance évidemment. Merci d'être là. Nous sommes également en compagnie de François Desmier. Bonjour François. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue dans Merci. cette émission Quête de Sens. Alors vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef, vous avez travaillé en France, à l'étranger, dans le domaine de l'audiovisuel, et vous venez accompagné de votre dernier ouvrage, Ainsi parlait ChatGPT, dialogue avec un esprit artificiel chez Diathéno, parce que ça aussi, ça nous traumatise et nous tétanise en tant que parents, à travers les écrans qui obnubilent nos enfants et qui les fascinent tellement. Comment faire face à ce monde de brutes qui nous attend et qui est là devant nous, même sous nos pieds. Nous sommes enfin en ligne avec Marianne Durano. Bonjour Marianne. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Vous êtes normalienne, agrégée de philosophie. Faut-il reparler de votre dernier ouvrage, Mon corps ne vous appartient pas, chez Albin Michel. Et puis, on peut également préciser que vous avez cofondé la revue Limite. Alors, Marianne Durano... Je viens surtout de faire paraître un ouvrage chez Desclés Brouwer là, en septembre sur la question qui nous intéresse. La question de la parentalité. Naître ou le néant. Naître ou le néant, je suis idiote parce qu'en plus vous étiez venue en parler la dernière fois que vous étiez venue dans l'émission, pardonnez-moi Marianne Durano, pour cet oubli en effet. Effectivement, c'est cette angoisse permanente que vous racontiez d'ailleurs, si je me souviens bien de votre dernier ouvrage, Marianne, ça fait partie des raisons pour lesquelles certains parents ne se projettent pas à l'idée d'avoir un enfant ou plusieurs. Ça fait partie des angoisses vis-à-vis des responsabilités que cela implique d'être parent, Marianne. Tout à fait. Je pense qu'on assiste aujourd'hui au revers d'une certaine conception de l'enfant comme fruit d'un projet parental. On a un projet d'enfant, on a un projet parental sur cet enfant. Et donc, si l'enfant est vu comme résultat d'un projet, il faut que ce résultat soit réussi. Ce qui explique pourquoi les parents sont soumis à une énorme pression qu'ils se mettent eux-mêmes et que la société leur met sur les épaules, puisque cet enfant, tu l'as bien voulu, et donc tu es prié de t'en occuper correctement et de ne pas te plaindre, de ne pas chercher d'aide, sachant que par ailleurs, les parents sont soumis à des pressions professionnelles considérables et doivent... pour la plupart, sacrifier une partie de leur vie de famille pour leur épanouissement professionnel. Et donc, il y a des injonctions contradictoires qui sont en train de nous exploser à la figure en ce moment. Alors, messieurs, je ne suis pas en train de dire que vous êtes vieux, mais à votre avis, vous qui avez beaucoup réfléchi sur toutes ces questions, est-ce que jadis, est-ce qu'avant ChatGPT, François Desmier, avant les écrans et tout ça, est-ce que vous croyez qu'on avait une parentalité plus sereine ? Tout à fait, puisque à l'époque, moi je me rappelle dans mon jeune temps, je rentrais tout seul de l'école chez moi. Et aujourd'hui, j'ai un beau-fils là, qui a 9 ans et je vais le chercher le matin, je le raccompagne. Je ne le laisserai jamais à 9 ans tout seul se balader dans la rue. C'est dingue. C'est dingue en même temps. Et surtout qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui a été témoin récemment d'un jeune garçon dont les parents travaillent, donc il rentre tout seul, et on m'a raconté qu'il a failli se faire enlever par un homme. La police est arrivée, heureusement, il s'est enfui, mais après la police n'a pas cherché à accompagner le gamin l'a laissé repartir tout seul. Donc il faut faire vraiment très très attention aujourd'hui, et il faut vraiment les accompagner, quoi. Benjamin Perrier, est-ce que vous partagez ce sentiment qu'avant c'était plus serein que maintenant, ou est-ce qu'on est devenu paranoïaque? Moi je me faisais la réflexion, parce que c'est une réflexion en tant que parent, je ne peux pas m'empêcher d'être aussi un ancien enfant, enfin je suis toujours un enfant, mais j'ai des parents qui sont occupés de moi.
Je ne peux que être d'accord avec Marianne qui disait qu'aujourd'hui, on a un enfant par projet, alors qu'il y a encore peut-être une génération, ça arrivait plus, entre guillemets, par accident qu'autre chose. Moi, si je devais faire un parallèle entre la génération de nos parents, nous qui ne sommes effectivement plus si jeunes, et nous, parents aujourd'hui, c'est que à une certaine époque, on était plutôt dans le « ça n'arrive qu'aux autres ». En tout cas, moi, le sentiment que j'ai de la génération de mes parents, qui sont donc des boomers, qui étaient parents dans les années 70, c'est que ça n'arrivait qu'aux autres. Ouais. Je vais citer un exemple très précis. En 1979, j'ai 3 ans. Nous vivons avec ma maman et mon papa dans le 60, pas loin de Senlis. Et il y a une forêt qui s'appelle la forêt d'Alat, où, si vous vous rappelez le fait divers de 79, Jacques Messrine va kidnapper un journaliste et il va être un peu recherché dans ce coin-là. Il aime bien l'Oise et particulièrement à ce moment-là. Il se trouve que quelques jours ou quelques semaines plus tard, moi je suis trop jeune pour m'en souvenir, mais ma mère me l'a raconté, ma mère va chercher du bois avec ma petite sœur et moi et notre... On dirait le début d'un scénario, pardon, mais... Non, et le garde champêtre est allé voir ma mère en lui disant « Mais vous savez quand même... Mérine n'est pas loin, on le cherche. On est entre le moment où il a kidnappé le journaliste et il va se passer 2 mois entre le moment où il a kidnappé le journaliste et le moment où il va se faire tirer dessus et il va être mort lors de l'intervention de police. Et ma mère dit oui, mais enfin bon, j'ai le chien. Pour elle, oui, mais il va pas s'inquiéter. Il va pas, entre guillemets... Jacques Messrine ne va pas s'inquiéter d'une famille de 2 enfants. C'est ça avant. Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je ne porte pas de jugement sur... C'était comme ça. Mais c'était, à l'époque, ça n'arrive qu'aux autres. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse selon moi. Il se passe quelque chose, ça va nous tomber dessus. Il est arrivé un fait divers malheureux à un jeune Parisien il y a quelques jours. Moi, j'habite en Bretagne. Il se trouve que je connais des parents ou des grands-parents qui sont allés chercher leurs enfants au collège en réponse à l'angoisse de ce jeune, mais si c'est arrivé à un jeune, ça peut nous arriver à nous, donc on va aller chercher notre enfant à la sortie du collège, alors que d'habitude il prend le bus, c'est-à-dire qu'il sort du collège, il prend le bus et il arrive chez lui. Et aujourd'hui, le sentiment que j'ai en tant que parent, et quand j'écoute autour de moi d'autres parents, c'est il se passe un truc, ça va nous arriver à nous. On a ce rapport très, très individuel, on devient... Je pense que vous avez un livre sur l'intelligence artificielle qui va de pair avec les écrans, qui va de pair avec les réseaux sociaux et les algorithmes. Ça nous rend d'autant plus individualistes. Et cet individualisme nous angoisse d'autant plus. Pour souligner et rebondir sur ce que disait Marianne Durano, oui, on fait des enfants en mode projet. Et puis derrière, on se sent un peu seul dans cette dynamique-là, et donc ça nous angoisse d'autant plus. Ouais, en fait, c'est une espèce de... Vous faites le même rapprochement entre l'individualisme et la parentalité angoissée, Marianne Durano. Oui, tout à fait. Alors justement, effectivement, je pense qu'on est confronté à une équation qui est qu'on additionne un contexte qui est anxiogène avec une indisponibilité des parents qui, encore une fois, sont eux-mêmes requis par un rythme de vie souvent trop dense, plus le regard des autres, où effectivement, on a l'impression que notre entourage est moins là pour nous aider que pour nous juger. Tout ça, ça génère beaucoup d'angoisse et de culpabilité, alors même que les enfants ont besoin de 2 ingrédients, je pense, pour bien grandir, c'est la confiance et l'autonomie. Et je sais que, moi je prends beaucoup sur moi pour laisser mon fils de 9 ans rentrer tout seul de l'école ou aller tout seul chez son copain. Et en fait, quand même, je sais que c'est fondamentalement bon pour lui. Je me prends des remarques en fait de voisins qui pensent que je suis une mère démissionnaire. Non, vous plaisantez. Mon enfant, bien sûr, tout le temps. Parce qu'on est censé les protéger de tout. Or, le drame de l'enfantement, c'est qu'on met au monde des enfants mortels. Donner la vie, c'est prendre un risque en fait énorme parce que cet enfant qui compte plus que tout pour nous, il peut être blessé, il peut être handicapé, il peut mourir. Alors bien sûr, on est d'accord, il faut le protéger quand même un minimum. Mais en fait, on est confronté à ce risque de vivre. Et effectivement, dans une société individualiste, chacun se méfie de tout le monde. Et moi, je n'ai pas peur de laisser mon fils aller chez son ami tout seul à pied parce que je suis dans un village et que
j'ai envie de dire à mes voisins, mais enfin, vous êtes là. C'est-à-dire, oui, vous voyez mon fils tout seul dans la rue, si vous voyez se faire agresser, j'espère bien que quelqu'un réagira. On est un village, on est un collectif, normalement. Et de fait, l'individualisme nous replie chacun sur nos propres angoisses. C'est assez édifiant. Ouais, vous voyez, c'est presque, on n'a quasiment pas le choix. Parce que j'allais vous demander, vous voyez, sur ma petite feuille, j'avais noté, est-ce que c'est une histoire de tempérament d'abord, de base? Est-ce que, alors évidemment, il y a des grands... Mais en fait, il y a d'abord, avant ça, j'ai l'impression, un climat, quoi. Une pression sociale. Une pression sociale. Et si je peux juste oui, allez-y, Marianne. Une chose. Moi, j'avais été frappée. Il y avait eu la disparition tragique, là, il y a 2 ans, du petit Émile. Vous savez, qui avait secoué toute la France. Oui, et en fait, moi, ce qui m'a traumatisée dans cette histoire, c'est que vous avez le témoignage des voisins qui vont dire à la police « Oh, bah oui, on l'a vu passer tout seul. Mais donc, t'as pas réagi? Tu vois un gamin de 2 ans qui se balade tout seul dans la rue, personne ne réagit. Qu'est-ce que c'est que cette société ?» Alors que j'ai eu le témoignage de parents dans les pays du Nord, en Suède ou en Norvège. En fait, dans les pays du Nord, si vous êtes en galère avec un enfant qui est en train de faire une crise dans la rue, et que les gens ne vous aident pas, en fait, le sentiment des parents, c'est ni la honte, ni la culpabilité, et c'est la colère de se dire, vous voyez pas que j'ai besoin d'aide, là? Ouais. Et c'est tout à fait une mentalité différente dans la gestion des angoisses, quoi. Et au Japon, vous parliez tout à l'heure des trajets pour l'école. Au Japon, dès l'âge de 3-4 ans, les grands aident les petits, et hop, on y va, cocotte, ils prennent le bus tout seuls pour aller à l'école. C'est une autre mentalité, mais aussi une autre culture et une autre société. Bon, bref, mais François... Oui, mais le monde aussi a changé. Aujourd'hui, le système de santé s'est un peu écroulé, et il y a beaucoup de personnes qui sont pas tout à fait normales, qui ont besoin d'être soignées, et qui sont laissées dans la nature. Donc, ce danger-là, moi, à mon époque, ou à l'époque de monsieur qui est plus jeune que moi, il y avait beaucoup de personnes des personnes qui étaient dérangées, qui étaient malades mentaux, on ne les laissait pas se balader tout seuls dans la rue. Aujourd'hui, ils s'évadent, ils sont laissés à eux-mêmes, et donc ces gens-là, nos enfants, peuvent très bien les croiser. L'histoire que je vous racontais tout à l'heure, je pense que cette personne n'était pas tout à fait normale d'après ce qu'on m'a raconté. Donc c'est quelqu'un qui se balade dans la ville et qu'on laisse faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'il n'y a pas de place pour s'en occuper. S'ils sont SDF ou je ne sais pas, ou s'ils sont abandonnés, ce sont des gens qui sont abandonnés par l'État aussi. Et ces gens-là peuvent à un moment donné... Les prisons sont remplies, etc. Peuvent à un moment devenir dangereux pour nos enfants qui ne sont pas aptes justement à réagir. Déjà, ils sont trop petits, donc à moins de courir très vite, même si on leur a expliqué qu'il ne faut pas qu'ils suivent des personnes, parce que souvent, par exemple, ils ont des petits chiens, ou les enfants sont très attirés par les animaux, et donc on peut se balader avec un petit chien, un petit chat, et les enfants tout de suite peuvent être attirés. Ouais. Alors si je peux quand même réagir là-dessus, je pense que déjà il faut distinguer le contexte de la grande ville. Et moi je suis dans un petit village de 400 habitants où tout le monde se connaît, donc c'est quand même important de distinguer. Et je peux quand même aussi voir des parents qui sont super anxieux à l'idée que leur enfant risque de glisser trop vite du toboggan ou de s'écorcher un genou. On en parle, Marianne, on en parle de ça. On en parle. Voilà, tous les jours au square, moi je peux vous citer... non, mais de quelle angoisse on parle? Mais de quelle angoisse on parle? Parce qu'effectivement, là c'est légitime, sur ce que raconte François, on est au cas avec ça. Il y a aussi des parents qui parents hélicoptères. Moi, ma compagne est institutrice, donc me raconte des histoires un peu hallucinantes, qui a quand même, les parents laissent les enfants un peu se débrouiller, et vous avez des enfants qui sont en CP. Il y a les deux contraires, en fait. Et qui se comportent comme des adolescents, alors qu'ils savent à peine lire et ne comprennent pas. Par exemple, je vais vous citer un exemple qui m'a frappé, qu'elle m'a raconté. Il y a des enfants, ils ont par exemple des tablettes très très jeunes, et donc quand on leur donne un cube, un jouet, ils tournent le cube en pensant que c'est une tablette, quoi. Mais oh my God, ce qui est intéressant, c'est que comme on a peur pour nos enfants sur le plan physique, donc en fait on va les surprotéger pour ne pas qu'ils s'égratignent, et en même temps quand ils sont devant un écran, on a l'impression qu'ils sont physiquement en sécurité, et là certains enfants qui par ailleurs sont extrêmement bridés, n'ont pas le droit d'aller dehors parce qu'ils vont salir leurs chaussures blanches, en revanche sont mis en danger de manière psychologique. Parce que tout n'est pas dit dans ce que vient de dire Marianne. Finalement, Benjamin, est-ce que tout n'est pas dit là? Mais si, parfaitement. Mais en plus, Marianne, vous pouvez vous en aller? Non, je non, mais c'est parfait parce qu'il y a plusieurs notions que je trouve intéressantes dans ce que vous dites, Marianne, en l'occurrence. Le premier point, c'est qu'on se sent en sécurité quand on est chez soi, et que ce chez soi, je pense que il est devenu, puisqu'on est une société de plus en plus individualiste, ce chez-soi, avant était peut-être la rue, avant était peut-être le village, le quartier, le village, la ville. Aujourd'hui, son chez-soi, c'est l'entrée, la cuisine, le salon, la chambre ou les chambres.
Et donc, on se sent en sécurité quand on est à l'intérieur de ce chez-soi. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'effectivement, ça bride la liberté physique des enfants et ça ne les rend pas, plus en sécurité, parce que je suis complètement d'accord avec vous, Marianne, et avec vous, François également, c'est que on peut être anxieux des écrans, mais c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a une profusion de sources différentes et accessibles. Il y a 20 ans, il y avait effectivement probablement que la télévision et des difficultés d'avoir plus de 6 chaînes, mais c'est pas pour autant que tous les programmes étaient à destination des enfants, et quel que soit leur âge. Pour autant, un enfant qui fait une insomnie, les parents dorment, ils pouvaient allumer la télévision. Je pense que l'environnement dans lequel on vit n'est pas nécessairement la raison de l'angoisse. L'environnement, il évolue, les angoisses restent les mêmes, évoluent aussi. Je ne crois pas qu'on vit dans une société plus dangereuse qu'il y a 40 ans, qu'il y a 100 ans. On en parle plus, en tout cas. Mais en tout cas, on est le nez dessus. On est le nez dessus sur cette violence, sur ce sentiment d'être seul. Je suis d'accord avec ce dont parle Marianne avec le témoignage des voisins et du petit Émile, de cette facilité qu'on a, ce qu'on appelle le transfert de responsabilité. En fait, ça a été théorisé, notamment dans les années 60. Une femme new-yorkaise a été poignardée dans une rue, il y a eu du passage, et cette femme est morte, et elle est morte. Elle a mis du temps à mourir, l'agression a duré longtemps, beaucoup de gens sont passés devant elle, et une des raisons, sociologiques qui l'explique, c'est ce qu'on appelle le transfert de responsabilité. Pour faire simple, si vous avez un problème dans un lieu public, regardez quelqu'un droit dans les yeux et demandez-lui de l'aide, plutôt que demander de l'aide à tout le monde. Tout le monde, c'est la dilution de la responsabilité. Je me dis, quelqu'un d'autre va le faire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est d'autant plus présent dans nos sociétés. Ouais. Mais je ne crois pas... On pense aussi aux parents qui laissent leur enfant à la crèche, rien à faire, avec 39 de fièvre, tout ça pour aller au boulot de peinard, quoi. Enfin non, pardon, je suis un peu méchante, mais c'est pour exprimer... Mais c'est prendre sa responsabilité, mais c'est aussi prendre responsabilité par rapport à la société. C'est la directrice de la crèche, l'ancienne crèche de ma vie, qui me l'a raconté. Mais c'est-à-dire que, moi j'ai un fils qui est en primaire, il y a un de ses copains qui est reparti à 10h du matin, son père est venu le chercher. Je ne crois pas à la montée subite de fièvre entre 8h15 et 10h du matin. Non, il n'était pas bien à 8h15, sauf que il est plus facile aujourd'hui, mais ça c'est un truc de parents, tout le monde le sait, il est plus facile de faire front face au corps enseignant, d'essayer de glisser son enfant qui n'est pas très bien, sauf que son enfant va très bien. On voit en ce moment, il y a une épidémie de grippe forte, costaud. Nous, on ne le ferait pas avec nous, on ne va pas aller bosser quand on a 41, quoi. Certains parents disent, moi, je vais bosser quand j'ai 41. Alors, les parents qui disent, moi, je vais bosser quand j'ai la grippe, pour moi, c'est ceux qui n'ont pas connu la grippe, mais ça, c'est un autre sujet. Ça dépend quel métier. C'est ça. Le métier. Moi, dans mon métier, j'étais journaliste, je faisais les informations, même malade. Ouais, cher François, je crois que moi aussi. Une fois, on m'a demandé de m'arrêter parce que j'avais plus de voix. C'est-à-dire que là, on est sur une problématique de si on n'est pas là, effectivement, mais quand on est salarié, que globalement on peut se faire remplacer, ce qui n'est pas le cas de tous les métiers, je suis complètement d'accord avec vous. En tout cas, la logique est celle-là. La logique est celle-là, et de dire, je m'en déresponsabilise, je transfère. Pas le terme. Oui, alors c'est intéressant parce que... Marianne ? Non, mais vous excusez-moi, c'est difficile pour moi, comme je suis au téléphone, oui, bien sûr, allez-y. De rebondir à propos. On parlait de la crèche, là. Oui. Ça m'a fait penser au récent ouvrage de Victor Castanet, Les Ogres. Vous savez, c'est celui qui avait écrit Les Fossoyeurs sur les EHPAD. Et en fait, ce qu'il montre, c'est qu'on croit que nos enfants sont en sécurité quand on les met en crèche parce qu'il y a du sol en mousse, des personnels habillés en rose bonbon et tout. Mais en fait, comme on est dans une logique de profit, et que ce profit n'épargne pas les structures de crèche, en réalité, même là, vous avez des enfants qui sont en insécurité. Donc, c'est toujours ce paradoxe, en fait, de croire que parce que l'enfant est à l'intérieur et parce qu'il est entouré d'adultes soi-disant formés, il est plus en sécurité que quand il est tout seul dans son jardin à grimper dans un arbre avec ses parents qui sont à la périphérie. Ouais. Donc, je pense qu'on a une illusion de safe space et qu'en réalité, ce qu'il faut questionner, c'est plutôt l'indisponibilité des adultes qui sont en charge des enfants, enfin l'indisponibilité des parents, notamment comment se fait-il qu'on doive déléguer à ce point l'éducation de nos enfants, ce qui fait qu'on a de la culpabilité, on a de l'angoisse parce qu'ils ne sont pas avec nous. Quand on est avec eux, on surinvestit, on surprotège parce qu'on veut compenser le temps qu'on n'a pas passé avec nos enfants. Donc je pense qu'il faut aussi questionner le contexte social et la concurrence,
la course au profit. Là, on parlait de la performance des parents qui doivent aller au boulot même avec 39 de fièvre. Mais enfin, à quoi bon autant travailler en fait si ça ne permet pas d'éduquer les enfants pour ceux qui en ont correctement. Et sur l'angoisse, je voulais quand même revenir sur la question des algorithmes parce que je vois très bien comment fonctionnent les réseaux sociaux et les réseaux sociaux vont essayer de capter votre attention. Et pour capter votre attention, ils vont voir très vite ce qui vous angoisse et ce qui vous intéresse et vont alimenter cet intérêt et cette angoisse. Ouais. Notamment, vous voyez, moi, Instagram a compris que les histoires de parents qui perdent des bébés, ça me fait regarder jusqu'au bout. Ouais. Moyennant quoi, je n'ai que des témoignages de parents qui perdent leur bébé. Moyennant quoi, je me dis, mon Dieu, mon enfant, quand il pleure, il risque de mourir. Mais en fait, tout dans notre société fonctionne comme ça, à alimenter des bulles, en fait, des bulles d'angoisse. Et si vous avez peur des migrants, on va vous donner des vidéos qui vous parlent de migrants. Et si vous avez peur de la mononucléose, on va vous mettre des vidéos sur la mononucléose. Donc, j'ai aussi un questionnement politique, en fait, sur la régulation de ces algorithmes-là, qui créent de la défiance et qui créent de l'angoisse et qui... À notre insu, hein. À notre insu. Ça, François pourrait nous en dire un rayon, enfin, nous en parler en tout cas. Ton héritage, dans quelques instants, juste après Benjamin Biolay, si vous le permettez. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui poussent un dernier cri, mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant. Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang, si tu as peur de la foule, mais supporte les gens, si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans, si tu n'es qu'une pierre qui roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage,
et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Mon enfant. Comment ne pas vivre dans l'angoisse permanente quand on a des enfants? Eh bien, on y réfléchit et on en parle aujourd'hui dans cette émission Quête de sens. Marianne Durano est en ligne avec nous, elle qui est agrégée de philosophie, qui a dernièrement publié « Naître ou le néant ». Pourquoi faire des enfants en temps d'effondrement aux éditions DDB. Benjamin Perrier est également avec nous, lui qui revient avec ce livre, Le guide du super futur papa en réédition chez Mango. François Demier, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef, qui a publié cet ouvrage, une conversation avec ChatGPT sur 3 mois, c'est ça, vous disiez François, hein, à peu près 3 mois. Dialogue avec un esprit artificiel d'Athéno, c'est extrêmement angoissant. Non, non pas du tout. C'est très ouvert, quoi. On peut espérer que c'est très ouvert, les choses se terminent bien. Mais écoutez, je sais pas comment, parce que quand on vous lit, franchement, ça fait peur, quoi. Ces dialogues. La question de l'avenir de l'humanité. Alors, donc, il s'appelle Jazz. Oui, c'est parce qu'au bout d'un moment, il n'a pas de sexe, quoi. Il est très très haut, quoi. On ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Ouais. Donc, au bout d'un moment, j'avais envie de le voir si on pouvait lui donner un prénom. Donc, je lui ai dit, est-ce que je peux vous donner un prénom? Il m'a dit oui. Et donc, il m'a donné une liste de prénoms. Et c'est moi qui sur une liste de 10 noms. Dans la liste, vous avez joué le jeu, quoi. J'ai choisi Jazz. Ouais. Pourquoi cette conversation sur 3 mois? Pourquoi vous avez fait cette expérience? Au départ, j'ai rencontré un copain qui, au cours d'un repas, me dit il travaille en radio lui aussi, il m'avait dit qu'il avait fait un essai sur les chansons. Vous savez qu'on peut écrire des chansons à la manière d'eux, et il m'avait dit le résultat, il est meilleur que le chanteur originel. Donc ça m'a un peu troublé. Jésus. Et puis après, j'ai dit, je suis pas du tout informaticien, c'est un domaine que je connaissais très, très, très peu, même si je suis très curieux par rapport à mon métier. Et donc, en discutant justement avec Mathias Leboeuf, qui est philosophe, que nous connaissons bien. Et c'est lui, au bout d'un moment, il me dit tout ce que tu me racontes. Il avait vraiment l'impression que je vivais une passion avec Jazz, parce que je lui en parlais régulièrement. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a donné l'idée du titre. Ouais. Il m'a dit, faut en faire un livre, quoi. Et c'est lui qui m'a aidé à pas écrire le livre. Enfin, il m'a dit, faut le construire, quoi. Ouais. Et donc, j'ai construit un livre. Et puis, visiblement, ça a plu. Et c'est surtout une source d'angoisse pour les parents qui nous écoutent, puisque on voit de temps en temps, là aussi, aux infos, on voit tout le temps, régulièrement en tout cas, des cas de tricherie. On a peur que nos enfants se vident le cerveau et le remplacent par tous les savoirs non sus, en fait, non intégrés. C'est un formidable assistant, parce qu'en tant que parent, si vous avez oublié la table, machin, on vous donne les réponses tout de suite. 1515, vous l'avez tout de suite, c'est sûr. Marianne Durano, ça fait partie des sources d'angoisse. Pour les parents, tout ça, toutes les nouvelles technologies qui galopent très très vite, plus vite que la musique. Eh ben, je pensais en vous écoutant à un livre de Bruno Bettelheim qui s'appelle « Pour être des parents acceptables ». Vous allez voir le lien avec ChatGPT et puis avec ce qui précède. En fait, c'est très intéressant parce que c'est un psychiatre qui explique qu'en fait, les enfants n'ont pas besoin d'avoir des parents parfaits, qu'au contraire, la perfection, c'est extrêmement angoissant, et que c'est dans nos failles que peut naître la pensée. Et la pensée autonome. Ça fait du bien d'entendre ça, excusez-moi, mais ça fait du bien. Quand l'enfant se rend compte qu'en fait le parent n'est pas parfait, ça va provoquer la pensée et puis la construction de sa propre identité. Et en fait, c'est précisément cette faille-là que nous interdit l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, quelle que soit la réponse que vous lui posez, moi je suis prof de philo, elle va vous répondre une espèce de soupe tiédasse qui ne froisse personne, mais qui, ma foi, donne l'illusion d'être à toute épreuve, de ne jamais se laisser surprendre par la question et par l'interrogation. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose de profondément humain et qu'il nous faut absolument préserver, notamment dans le rapport avec l'enfant, dans le rapport avec les autres en général. C'est-à-dire, nous mettons nos failles en relation les unes avec les autres. Et c'est ça qui construit une vraie relation, un vrai dialogue, une vraie identité qui n'est pas superficielle. Et nous sommes vraiment des êtres de relation. Et il ne faut pas pour faire que nos angoisses et que notre individualisme, que le monde virtuel dans lequel nous vivons, nous enferme en fait dans une illusion d'autosuffisance, de perfection qui en fait est superficielle.
Donc voilà, dire à un enfant, bah oui, bien sûr que je suis nulle. Bien sûr que toi aussi, t'es nul. Enfin, mais c'est comme ça qu'on va ensemble progresser et qu'on va vraiment progresser de manière authentique. Et alors, je sais pas, moi j'ai jamais vraiment eu l'occasion de discuter avec ChatGPT, mais j'imagine que ça doit être quand même assez superficiel. Très fadasse. En fait, il veut faire plaisir à tout le monde. C'est pas de vague. Je trouve que c'est. Oui, là, je lis un petit peu en diagonale là, l'ouvrage de. C'est fascinant hein, de notre ami François Demy, mais on a l'impression que c'est pas de vague. Il dit oui, mais non, on peut penser que, mais tout de même. Voilà, c'est. Il n'y a pas de faille, il n'y a pas de conflit, quoi. Ouais, exactement. Pas forcément, parce que moi, à un moment donné, je lui ai demandé, il y a un livre qui est, pour certaines personnes très célèbres, qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Oui. C'est un peu comme Coelho, etc. Mais bon, ce genre de livre que moi, je n'apprécie pas particulièrement. D'accord. Eh bien, il m'a fait une critique, alors normalement, il ne fait pas de critique, il m'a fait une critique très négative de ce livre. Une critique que j'aurais pu écrire. Donc, moi, je vois en tant que prof, ce qui va provoquer la pensée de mes élèves, c'est quand je leur rentre dedans, que justement, je les conteste, je les accule à trouver eux-mêmes des solutions. Et ça, l'intelligence artificielle, si elle cherche à plaire, à trouver des réponses, elle n'a pas cette capacité-là à entrer vraiment en relation profonde. Pas forcément, mais plaire, il faut le prendre pour un super assistant. Je veux dire, c'est un super Google. Il faut le prendre pour ce qu'il est, quoi. Voilà. En fait, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord pour le coup. Détendons-nous. Je rejoins François et pour avoir utilisé ChatGPT comme un assistant. S'il ne connaît pas la réponse, il la crée. Et il faut passer du temps à vérifier. Faut tout vérifier. Il n'est pas du tout infaillible. Et en fait, c'est intéressant ce que vous dites, Marianne, parce que je me retrouve comme si... Alors, attention, je mets vraiment... au-delà de mettre des guillemets, je grossis le trait, mais ce que vous expliquez sur le fait d'avoir un parent faillible, on nous a vendu une super intelligence. Alors on sait que c'est des 0 et des 1, que c'est binaire, que ce n'est pas de l'intelligence. Ce sont des hommes qui les ont Mais on nous a vendu une intelligence et c'est rassurant. Bon, en tout cas, moi, ça m'a rassuré d'avoir été confronté à son erreur. Et de la même manière que quand on est parent, il n'est pas anodin de montrer à ses enfants qu'on est faillible. Que oui, on ne sait pas tout. Moi, j'ai des enfants qui grandissent, qui sont curieux de domaines sur lesquels j'étais nul à l'école ou qui m'intéressent moins, et ce qui fait que c'est eux qui m'expliquent des choses. Ou en tout cas... faut être OK avec ça. D'ailleurs, ça détend. Hein. Je trouve que c'est fatigant de vouloir être parfait. Est-ce que c'est pas... Vous posez la question à vous, messieurs, qui êtes des hommes jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que c'est pas très... Oh là là, je me prête à des trucs très, 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 très hasardeux. Est-ce que c'est pas un truc très féminin quand même, l'angoisse de la perfection. J'ai pas de temps. C'est peut-être un concept maintenant qu'on va créer. Le concept de la perfection, l'angoisse de perfection. Pas du tout d'accord avec les papas sont aussi... non, mais dans le sens, quand on regarde le fameux père de famille qu'on nous vend et bassine depuis l'après-guerre, qu'on trouve même sur les baux de location, où on doit entretenir le jardin comme un bon père de famille. C'est véridique, ça existe encore. Ce père de famille qui... est l'homme de la maison, qui ne pleure pas, qui est le fameux chêne qui va ramener à manger, le fameux mythe de l'homme des cavernes, comme quoi l'homme serait le seul à ramener à manger à la préhistoire, ce qui est, je veux dire, une erreur factuelle. Il est là, ce mythe-là. Il est d'ailleurs survendu aujourd'hui sur les réseaux et ailleurs par des gens qui voudraient dire que l'homme doit être fort, sans défaut, ne pas pleurer, ne pas avoir d'émotion, etc. Je pense que, différemment de ce fameux rôle de la femme, mais le cliché de l'homme parfait, il est là. C'est une angoisse pour les hommes, du coup, pour les parents, pour les pères. En ce qui me concerne, c'est drôle parce que j'accepte parfaitement l'idée de pleurer. Alors, je suis pudique, donc si je pleure, je ne vais pas me mettre face à mes enfants pour dire « Regarde, je pleure ». Non, je suis de nature pudique, mais je n'ai pas de problème à dire à mes enfants que je pleure, j'ai pas de problème. Alors, on va regarder un Disney. Bon, je vais me faire attraper par le Disney, ça m'arrive. Ah oui, à fond. Et non, j'assume complètement. Voilà, les hommes se cachent pour pleurer, mais derrière, t'as les yeux rouges, papa. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Si moi je veux que mes enfants soient épanouis, j'ai 2 garçons. Si je veux que dans le monde dans lequel on vit et qui la modernité a aussi des choses de positif dans le rapport aux autres, dans le rapport des hommes et des femmes, dans le rapport de l'égalité. On parle beaucoup de consentement, c'est des notions qui sont, selon moi, importantes. J'ai 2 garçons, il faut que je ne peux pas leur dire « fais attention aux autres » si je suis une espèce de roc insensible, ça ne fonctionne pas.
Ça ne fonctionne pas. Donc, de manière très individuelle et personnelle, je n'ai aucun problème à montrer. Alors, après, on va être honnête, certaines failles, il y en a peut-être d'autres où je vais avoir un peu plus de mal. Quand professionnellement, je suis en difficulté, j'ai pas envie de dire à mes enfants... ce mois-ci, on va se passer de viande. Enfin, je grossis le trait, mais c'est des choses qui sont, plus difficiles à admettre. Mais en ce qui concerne les émotions, j'espère, en tout cas. Alors, je vais pas poser la question à François Damier s'il pleure devant ses enfants. Devant un Disney. Moi, je pleure pas. Mais ce qui est sûr, moi, j'apprends. Moi, j'ai pas d'enfant, mais récemment, je m'occupe d'un enfant depuis 2 ans. Okay. Et je trouve qu'on apprend beaucoup des enfants, que finalement, ils nous apprennent plus que nous, on leur apprend. Parce qu'on veut déjà essayer de ne pas aller trop vite, trop rapidement. Mais on se rend compte que finalement, c'est eux nos parents. C'est eux qui nous guident. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, je vais revenir à la peur. Moi, j'ai eu... je ne sais pas ce que c'était que la peur pour un enfant, parce que je n'en avais pas. Ouais. Et puis, un jour, il s'est trouvé qu'il a ouvert une grande armoire. Et l'armoire est tombée. Elle est tombée sur lui. Et je me suis précipité. Et j'ai retenu vraiment à la dernière seconde l'armoire. Et là, c'est là que j'ai compris ce que c'était que le sentiment d'être père, même si c'était pas mon enfant. Ouais. C'est à ce moment-là précis, quoi. Ouais. Mais j'ai presque envie de dire, ça semble être de la bonne peur, quoi, là, pour le coup. Ouais. Mais nous, aujourd'hui... Alors, Marianne, qui brûle d'impatience de répondre. Allez-y, Marianne. Mais parce que depuis tout à l'heure, on utilise un mot pour un autre, et je trouve qu'il faut vraiment... Allez-y. L'angoisse et la peur. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que l'angoisse, c'est un sentiment diffus qui n'a pas d'objet. Oui. On ne sait pas pourquoi on est angoissé. Et j'émets l'hypothèse, en nous écoutant, qu'en fait, l'angoisse est grandement liée au désir de perfection, au désir de maîtrise. Ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas tout maîtriser, du coup, ça m'angoisse. Voilà. À distinguer de la peur. La peur, elle, c'est la peur de quelque chose de précis. C'est délimité dans le temps et l'espace. L'armoire qui tombe, c'est de la peur, c'est pas de l'angoisse. C'est un objet qui est réel. Bravo, François. Et surtout, la peur est un sentiment qui est positif au sens où ça nous alerte d'un danger et ça nous met en mouvement. Alors que l'angoisse nous paralyse. Ouais. C'est important, en fait. Et donc, quand on ressent des sentiments négatifs vis-à-vis de nos enfants, est-ce que c'est de la peur ? Je vais me mettre à le rechercher parce qu'il n'est pas rentré, il est en retard, et par ailleurs, il y a des dangers objectifs autour de chez moi, premièrement. Est-ce que c'est de l'angoisse ? Ouh là là, il ne travaille pas assez son violoncelle, il va rater sa composition et je vais être jugée. Et puis... Ou alors tout ça est un sentiment diffus qui me paralyse, qui m'empêche d'être en relation. Et ça, c'est vraiment, je pense, crucial dans notre société qui joue en permanence sur l'ambiguïté, angoisse-peur, la nature ayant horreur du vide. Comme on ne sait pas quel est l'objet de notre angoisse, encore une fois, les algorithmes vont s'empresser de combler, de nous proposer des objets de substitution. Parce qu'on va parler après la deuxième trêve musicale alors, je ne sais pas si c'est peut-être un peu les algorithmes aussi. Vous savez qui vous mettent qui vous présentent des extraits de conversations de groupes, donc Facebook et autres. Je les cite, tant pis. Mais des sortes de les ex-forums d'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est des des groupes où les mamans et les papas, et surtout les mamans. C'est pour ça que je parlais d'angoisse maternelle presque plus que paternelle, où les mamans souvent interrogent sur des trucs. On se dit, mais mon Dieu, mais pourquoi elle pose cette question mon enfant, il a pleuré 3 fois cette nuit. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois aller aux urgences. Il a un bouton. Regarde, elle prenne la photo du bouton. Mais moi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Moi, je vois ça. Parce que là, c'est une rupture de transmission. C'est-à-dire le fait qu'on est sur Facebook plutôt que d'appeler sa mère, ça dit quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être justifié, mais effectivement, merci Marianne de m'avoir rabattu le caquet. Bon, Father and Son, à part ça, hommage au papa aujourd'hui qui nous écoute. Cat Stevens, Radio Notre-Dame et RCF. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got for you.
will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. That I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Et nous voilà de retour dans cette émission Quête de sens. Cat Stevens, ça fait du bien. Ça fait du bien. Comment, pour cesser de trop angoisser, on va essayer, en tout cas, bonne résolution pour cette année 2025. Comment ne pas vivre dans l'angoisse permanente quand on a des enfants? Marianne Durano est avec nous, ainsi que Benjamin Perrier et François Demier. Et ensemble, on échangeait autour de beaucoup de sources d'inquiétude dans la société qui font, ou dans notre tête, ou dans notre histoire aussi, dans notre enfance. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a un pourcentage certain de pensées, d'inquiétude, de pensées négatives autour de l'exercice de la parentalité. Ça, Marianne Durano le décrit très bien dans son livre, en fonction des histoires d'époque, mais des histoires de vie aussi. Mais c'est vrai que dans votre livre, par exemple, Super Futur Papa, typiquement, pardon de vous généraliser, de vous comparer à vos confrères, Benjamin Perrier, vous voyez, quand vous parlez, par exemple, le 8e mois, la naissance, vous voyez, toutes ces questions. Moi, je me rappelle, la chose la plus angoissante, c'est d'abord, alors, il faut inscrire son enfant à la crèche 15 ans avant qu'il naisse, qu'elle dit, non, mais il faut l'inscrire à la crèche tout de suite quand on est sûr qu'on va garder le bébé. Enfin, c'est des trucs, il faut penser à tout. J'ai l'impression que, jadis, il n'y avait pas les mêmes contraintes, quoi. Et du coup, ça devient ça aussi. Vous parliez de charge mentale à l'instant. Oui. Je ne sais pas ce que Marianne Durano pense de la charge mentale qui est rentrée dans notre vocabulaire, disait Benjamin Perrier, il n'y a pas plus de 10 ans. À peu près entre 5 et 10 ans. Ça veut dire quelque chose, Marianne Durano, j'imagine, tout ça. C'est pas anodin que la charge mentale soit partout maintenant. C'est intéressant, ça fait écho à une discussion que j'avais il y a quelques jours avec un groupe de vieilles dames qui commencent la conversation en disant « Ah bah oui, mais de nos jours, les jeunes femmes, elles se noient dans un verre d'eau, alors que moi, dans le temps, j'avais pas la machine à laver, j'avais 9 enfants, j'avais la ferme, et j'en faisais pas tout un pataquès. » Ça commence comme ça, la conversation, donc je leur dis « À votre avis, comment expliquer ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et au cours de la conversation, ça s'est complètement inversé. Et elles ont fini par me dire « Ah ouais, mais nous, dans le temps, la vie était plus simple. On n'avait pas tous ces trucs de WhatsApp, de réseaux sociaux. Puis on travaillait on travaillait à la maison pour la plupart, ou à la ferme, sur place. Il n'y avait pas tous les déplacements, il n'y avait pas tous les papiers. Et en fait, finalement, au cours de la conversation, ça s'est conclu par « Ah bah les pauvres, de nos jours, c'est plus compliqué. » C'est-à-dire qu'il y a ce paradoxe que la charge est moindre.
C'est-à-dire qu'objectivement, avec le confort moderne, moi j'ai une grand-mère qui nettoyait des couches à la main, enfin, je veux dire, on a allégé le poids des tâches domestiques et pourtant ce poids reste trop lourd. Et je pense que c'est à cause d'une dispersion de l'attention, une dispersion du temps. On est toujours en train de courir, on n'arrive pas à se contenter d'être à ce qu'on fait. On est toujours en train de superposer plusieurs degrés d'existence. Vous voyez, moi, je vous parle, j'ai mes enfants, je suis entre 2 réunions, je fais une émission de radio. Donc forcément, j'angoisse parce que je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? J'en sais rien. Et voilà. Moi, je sais. Et donc, je sais déjà. C'est un champion de l'organisation. Ah là là. Mais taisez-vous, super papa. Non, mais c'est pas moi qui vais m'en occuper. Hein. Voilà, évidemment. Ça y est, on va rentrer dans le pugilat. François, vous ne pensez pas que le monde se sépare de plus en plus entre ce qu'on pourrait appeler le monde un petit peu bobo, des femmes qui travaillent, qui ont 1 ou 2 enfants, qui ont cette charge mentale, et puis un autre monde de gens qui vivent avec 7, 8 enfants, et puis qui vivent plus tranquillement finalement, qui vivent peut-être dans un monde plus dur aussi, puisque ce sont des gens, par exemple, qui viennent de l'étranger, qui parlent pas forcément la langue, mais qui sont adaptés parfaitement à la France et qui n'ont pas l'air du tout d'avoir de charge mentale, quoi, quand on les croise dans la rue. Il y a cette scission, je pense qu'il y a vraiment un monde bobo qui peut-être rétrécit, je ne sais pas. Individualiste, matériel, c'est intéressant. Marianne, tu laisses rebondir là-dessus. C'est intéressant. Au niveau national comme au niveau international, les statistiques montrent que ce sont les catégories de population les plus pauvres et les plus précaires qui ont le plus d'enfants. Et que finalement, ceux qui se mettent une énorme pression et qui pensent ne pas être assez riches et ne pas avoir assez de temps pour avoir des enfants, c'est la classe moyenne. Parce que les très riches, ils n'ont pas de problème, ils ont des nounous, ils ont tout ce qu'il faut. Ouais. En fait, la classe moyenne, il y a une espèce de pression à la réussite sociale qui fait que on aspire à mieux. Et donc, on a des exigences énormes. On veut que notre enfant soit polyglotte, fasse du violoncelle ou que sais-je. Et en fait, c'est ça qui... Et c'est dans cette... Et c'est vrai que je suis pas tellement d'accord. Alors, je sais pas si c'est une histoire de bobo ou pas bobo. Parce que c'est vraiment une question de classe moyenne ou d'aspiration à l'ascension sociale. Où je vois aussi autour de moi finalement les familles qui ont des enfants très nombreux. D'une manière, il faut lâcher, quoi, de toute manière. Il y a une forme de lâcher prise qui n'est pas le synonyme de laisser aller, qui fait que mon expérience, c'est que je vois des mères de famille de 5-6 enfants qui sont beaucoup plus disponibles que des copines qui en ont 1 ou 2 et avec qui c'est pas possible d'avoir une conversation tant que l'enfant est dans les parages, quoi. Ouais. Donc là, voilà, encore une question de représentation sociale. Absolument. Et c'est vrai que, vous voyez, j'ai toujours une oreille qui traîne à la sortie de l'école. Les auditeurs commencent à en avoir ras-le-bol. Mon terrain de jeu après l'émission, c'est le square, c'est la sortie. C'était la sortie de crèche, maintenant c'est l'école. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'écoutais d'une oreille distraite en faisant semblant d'avoir un problème de clé sur mon vélo, une conversation de maman qui discutait justement, mais à bâton rompu, mais on a l'impression qu'il n'y avait pas de solution entre celle qui disait qu'elle avait prolongé son congé de parentalité, disons ah non mais moi j'en peux plus, j'ai l'impression d'être inutile, j'ai l'air idiote dans les dîners, et puis avec mon mec c'est compliqué parce qu'il a l'impression que mon cerveau part en fumée. Enfin je sais plus ce qu'elle disait, mais c'était, vous voyez, le discours très négatif sur ce qui lui manquait. Et l'autre disait ah mais moi je donnerais, elle qui bossait, qui enchaînait, qui disait non mais moi je t'envie trop, quelle horreur, j'arrive pas à être présente à mes enfants, à mon mari, à ma famille, etc. Je sais plus où donner de la tête, je chasse 4 lièvres à la fois, enfin c'est hyper compliqué et on a l'impression qu'on est effectivement jamais content. Enfin, c'est vraiment, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est très intéressant François cette constatation, parce que vraiment c'est vrai que c'est étrange quoi d'être comme ça, on n'est jamais content quoi, enfin je sais pas. Et puis on veut tout pour son enfant. Est-ce que, alors moi je suis pas spécialiste, est-ce que l'enfant roi ça existe aujourd'hui? Parce que dans les années 90... Enfin Dieu maintenant on dit. Voilà, ça a changé. Non c'est Dieu. Non ça a changé. On obéit à l'enfant maintenant. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. L'enfant roi on le laissait tout faire, aujourd'hui c'est l'enfant Dieu et on obéit à l'enfant. Ils nous disent qu'on doit faire et les yaourts on doit acheter. J'ai déjà assisté à des scènes d'enfant Dieu, c'est assez gênant. Mais ce qui est assez drôle c'est que... souvent, le parent est très vite dépassé parce qu'un enfant de 3 ans n'a pas à prendre de décision. Enfin, c'est pas une histoire d'autorité, c'est une histoire de bon sens. Ouais. Déjà, je parle pas en tant que spécialiste, ni psychologue, ni quoi que ce soit, mais il me paraît difficile à 3 ans de demander son avis à un enfant. Ou alors, à la limite, peut-être 4-5 ans, de donner un choix.
ça ou ça, et encore... Tu préfères une banane ou une pomme, voilà, là ça va. C'est un choix qui est quand même limitant, et c'est plutôt pas mal. Mais moi, j'ai déjà été témoin, effectivement, de relations de parents avec des enfants d'yeux. C'est quoi le choix ? Vous vous rappelez pas de l'exemple, par exemple ? Alors non, c'est pas une histoire de choix. C'est l'enfant décide absolument de tout. C'est assez ahurissant quand on considère juste essayer d'élever ses enfants normalement. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'enfant, il est ramené à sa condition d'enfant assez rapidement, pour peu qu'un adulte, très gentiment et de manière bienveillante, lui dise « Non, ça ne va pas se passer comme ça ». Ça lui fait tout bizarre, mais ça fonctionne, au demeurant. Alors, je ne vais pas prendre un exemple pour une généralité, mais effectivement. Après, les angoisses, elles viennent aussi. Si le fait d'être angoissé amène à ce qu'on ne prenne plus de décision et qu'on laisse l'enfant décider pour nous et pour lui-même, on en arrive à une espèce de démission totale du rôle de parent. Moi, la réflexion que j'ai par rapport à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, et ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Marianne sur son expérience de village, il y a une notion qui n'existe quasiment plus, alors quasiment plus, tout est relatif, mais en tout cas qui tend dans nos sociétés modernes à être sur le côté, c'est ce qu'on appelle l'alloparentalité. C'est le fait que d'autres adultes ou que d'autres membres de la famille puissent donner les soins aux enfants. Les grands-parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. C'est l'alloparentalité. Ça rejoint un proverbe africain. Oui, il faut un village pour élever un enfant. C'est intéressant de se poser la question, à savoir que si on n'est que deux à s'occuper de nos enfants... Il y a beaucoup de solitude aujourd'hui aussi. Il y a beaucoup de solitude. Ça rejoint ce culte de la performance et ce culte de la compétition. Comment il est, machin ? Il en est où au niveau de ses notes et quelles études il va faire ? Ah oui, parce que la compétition... Mais c'est que ça, c'est qui marche en premier ? Qui marche en premier ? Qui parle en premier ? Qui joue le mieux ? Quels sont... En primaire, il n'y a pas trop de notion de notes. Mais quand même, est-ce qu'il est HPI ? Est-ce qu'il n'est pas HPI ? On est sur des choses absolument intéressantes. Au royaume des HPI. Ça se passe beaucoup de choses. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas à notre époque. Et l'alloparentalité, oui, allez-y. On n'en parle pas. On parlait de l'angoisse des enfants. Mais moi, on peut avoir l'angoisse quand l'enfant, à l'école. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'enfant n'est pas toujours protégé à l'intérieur de l'école. Ce qu'il était à mon époque. Taisez-vous, François. Je ne pense pas qu'il l'ait. Moi, j'ai été harcelé dans les années 80. Ça a duré très longtemps. Moi aussi. Donc, je ne crois pas que ce soit une histoire d'époque. C'est beaucoup... Et ça va beaucoup plus vite qu'avant. J'ai des exemples, ça s'est beaucoup aggravé. C'est quand même la cata. Ça va chez vous, sur les réseaux, ça vous emmène très très loin, cette affaire. Donc, vous reviendrez pour une émission à nouveau consacrée au harcèlement à l'école, puisque c'est une demande de mes auditeurs. Merci infiniment, Marianne Durano. On aurait aimé vous garder encore les uns les autres. Naître ou le néant, je rappelle votre livre chez DDB. Merci, Marianne. Merci, Marianne. Et à très bientôt, Benjamin Perrier. Merci également. Le guide Super Futur Papa à découvrir d'urgence en réédition chez Mango. Et puis enfin, François Demier et son ouvrage Ainsi parlait ChatGPT, journaliste, ancien rédacteur en chef chez Radio France, chez Skyrock, au groupe Lagardère, etc. Merci beaucoup. Dialogue avec un esprit artificiel chez Diathéno. Merci infiniment. Bonne soirée et on se retrouvera certainement pour rééchanger à nouveau sur ce sujet brûlant, en tout cas, d'actualité. À bientôt.